et lui souhaiter une très bonne installation, d'autant que si j'ai bien suivi ce qui s'est passé, il a été élu au fauteuil 33, qu'on appelle 32, qu'on appelle aussi le fauteuil hanté. Ça, c'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine, car dans le fauteuil hanté de Gaston Leroux, un roman d'avant la Première Guerre, un magicien jette un sort au fauteuil 33 qui a été, mais bien après, celui de Robert Aron qui n'a jamais pu faire son discours de réception, ou celui de Rob Grillet qui n'a jamais siégé. Alors nous formons tous nos voeux pour que votre discours de réception puisse bien se tenir, et ceci dans un avenir aussi proche que possible. Je me permets, puisque vous évoquez, de préciser que le roman de Gaston Leroux, qui précède Le Fantôme de l'Opéra, parce que c'est un peu le même principe, qui est peut-être moins réussi d'ailleurs, d'après moi, que Le Fantôme de l'Opéra, ne mentionne jamais de numéro. Hein. C'est dans un roman récent de Nathalie Reims, la sœur de Bettina Reims, la fille de Maître Maurice Reims, qu'elle mélange tout, mais pour d'autres raisons, et qu'elle affirme que c'est le fauteuil 32. Non. Parce qu'évidemment, quand Gaston Leroux écrit ce roman, il ne peut pas se permettre, parce que c'est une histoire qui est apparemment contemporaine, de donner un numéro, parce que là il aurait eu quelques problèmes. Donc c'est beaucoup plus tard, vers l'an 2010, que Nathalie Reims a mélangé tout ça. Je précise. Nous sommes, sans nous en apercevoir, pleinement dans le sujet, oui, c'est-à-dire dans l'histoire culturelle, dans l'histoire des représentations, dans l'histoire des manières dont on s'imagine dans le monde. Car avant de discuter de ce livre « Qu'est-ce qu'une nation ?», j'aurais voulu vous dire 2 ou 3 mots des travaux de Pascal Horry. Car ce dernier livre est un livre somme qui a été en quelque sorte préparé par énormément d'autres livres, une trentaine peut-être au total, les uns fort gros, les autres un peu moins gros, qui relèvent de ce qu'il appelle à juste titre histoire culturelle, et qui n'a rien à voir avec ce qui parfois est à la mode aujourd'hui, importé des États-Unis, les cultural studies. L'histoire culturelle se situe beaucoup plus au croisement de l'histoire des mentalités et de l'histoire sociale. C'est proprement l'histoire des représentations, la manière dont nous nous voyons, la manière dont nous nous souvenons de ce que nous avons cru être ou voulu être. Et si je voulais regrouper, pour vous donner une idée un peu des travaux de Pascal Horry, quelques-uns de ces titres sous 4 ou 5 rubriques, je dirais qu'il y en a qui relèvent des ambiguïtés de la collaboration. La France allemande, d'une part, les collaborateurs d'autre part, du fascisme, troisièmement, c'est un ensemble d'études autour justement des ambiguïtés de la collaboration. Un autre ensemble concerne, me semble-t-il, de grands événements culturels, des événements sociaux qui permettent d'étudier une société dans sa totalité, aurait dit Michel Mauss. Par exemple, les expositions universelles, qui sont de formidables miroirs d'une société, car à travers une exposition universelle, toute une société, tout un pays, tout un gouvernement, tout un parlement va se représenter, surtout aussi aux yeux des hôtes étrangers. D'autre part, quand on célèbre la Révolution, et nous avons encore assisté à une célébration en 89 qui a donné lieu à énormément de discussions, faut-il, ne faut-il pas, et s'il faut célébrer, mais comment, et puis quelle révolution? Ce n'était pas du tout la première. La première célébration a été celle dont il nous reste la Tour Eiffel en 89. Donc, les célébrations des révolutions sont des événements que l'on doit absolument considérer, et Pascal Horry les a étudiés. Un troisième axe concerne, car
nous sommes pas seulement ce que nous sommes aussi ce que nous voulons être. Et maintenant qu'il commence à faire beau, nous enlevons non pas le haut, mais nous nous mettons au soleil. Pascal Horry a fait une très amusante histoire du bronzage, parce que cela fait partie de cette histoire sociale. Pourquoi est-ce que nous voulons être bronzés alors que nos arrière-grands-parents, même nos grands-parents, ont tout fait pour se mettre à l'ombre, pour rester aussi blancs ou aussi blanches que possible. Un quatrième axe concerne la place de l'image. Pascal Horry s'est beaucoup intéressé au cinéma. C'est une manifestation culturelle très importante et c'est en même temps une sorte de miroir que la société se tente à elle-même. Mais il y a d'autres formes d'image. Pour Pascal Horry, rien n'échappe à l'historien de la culture et il a été un des premiers à s'intéresser à la bande dessinée. Il a même été chroniqueur de bande dessinée pendant de longues années. Et puis, un cinquième axe concerne la nation. Je dirais c'est peut-être le premier et le dernier, c'est aussi une interrogation qui parcourt toute son œuvre. Comment est-ce que nous nous définissions? Comment est-ce que nous essayons de dire qui nous sommes? À quelle communauté nous appartenons? C'est une interrogation, il l'a raconté lui-même, qui remonte à sa 20e année, si bien que ce livre est aussi le livre d'un observateur d'un demi-siècle d'histoire. Car quand nous étions étudiants, à très peu d'années de distance, un peu dans les mêmes milieux et en partie auprès des mêmes professeurs, je me souviens très bien, on nous a enseigné la nation. Voyons, c'est totalement ringard, cela appartient au XIXe siècle. Ou alors, la nation, c'est le mal. Ça a donné le nationalisme. Le nationalisme, c'est la guerre, disait encore le président Mitterrand. Ou alors, les déconstructivistes qui étaient déjà à l'œuvre à l'époque, c'est une invention, c'est une construction. Donc, au moins 3 raisons pour des esprits tout à fait éminents, comme Hobsbawm, d'autres historiens, nous enseigner que la nation, ça appartenait au passé, d'autant que certains d'entre nous défilaient au cri des slogans en mai 68 contre De Gaulle, eh bien, disant ça suffit. On pensait que la nation était enterrée. Pascal a eu quelques doutes. Il s'est dit, faut voir. Peut-être que ça se passe autrement. Et pendant 50 ans, il a essayé d'observer l'histoire, non seulement de l'Europe, mais l'histoire du monde, et il a constaté qu'au fond, c'est le contraire de ce qui a été annoncé qui s'est passé. Et je pense que vous pourriez peut-être commencer par dire quelques mots de ce point de départ, de cette hiatus entre la théorie qu'on voulait nous enseigner et la pratique qui n'a pas voulu entrer dans le lit de Procuste de la théorie. Merci Robert Kopp. Vous avez déjà dit beaucoup de choses sur ce qui est mon entrée en matière, qui est dans ce livre très volontairement autobiographique. Une autobiographie de génération. Peu importe que nos milieux aient été proches ou moins proches, bien entendu, nous parlons l'un et l'autre d'un milieu bien spécifique qui serait la jeunesse, une partie de la jeunesse intellectuelle d'Occident. Hein. Voilà. Il est évident qu'au même moment, puisque j'avais donc 20 ans en 68, au même moment, prenons ce que l'on appelait encore le tiers-monde, il est clair que dans le tiers-monde, l'enjeu national était extrêmement fort. Vous considériez par exemple le Proche-Orient, la question nationale était au devant de la scène, mais elle était souvent à l'époque croisée avec la question sociale, et vous aviez un certain nombre de régimes socialistes, pour prendre simplement le Proche-Orient, sur le modèle de Nasser par exemple, qui avait une dimension socialiste, parfois dans des cas extrêmes, là je vais vers l'Afrique australe, Angola, Mozambique, marxiste-léniniste, ou l'Éthiopie, Mengistu, c'était des types de régimes
qui mettait en avant une référence marxiste, mais qui avait toujours une référence nationale assez affichée. Et d'ailleurs, la génération de mes parents, pour simplifier, avait défilé, s'ils étaient de ce côté-là, mais peu importe d'ailleurs, mais s'ils étaient de ce côté-là, en manifestant son soutien à une organisation qui s'appelait le Front de Libération Nationale en Algérie, FLN. Ma génération pouvait défiler derrière des banderoles en faveur du Front National de Libération, FNL, du Vietnam. Bon. Et peu importe le fait que tout ça renvoyait à des concepts qui, là, étaient traduits en langue française, il est clair que les mouvements de libération nationale, à quoi ne se ramenait pas d'ailleurs la décolonisation, mais qui était la partie émergée de la décolonisation, mettaient en avant une identité nationale. Donc, ma génération était, alors je vais utiliser un terme polémique, mais un peu schizophrène, en affirmant un internationalisme, qui d'ailleurs effectivement était un internationalisme, mais qui se référait quand même à la grande expérimentation politique du XXe siècle, parce que je suis assez convaincu que l'histoire est aussi scandaleuse ou grotesque que ça puisse paraître, une science expérimentale. En ce sens que l'historien voit comment évolue un certain nombre de configurations économiques, politiques, culturelles, et certaines s'imposent, d'autres échouent. Échouent par rapport, attention, pas par rapport à l'idéologie de l'observateur. Ce que je pense de la question, ça n'a aucune importance. Non, par rapport aux objectifs des acteurs dans le temps. Eh bien, si on considère qu'effectivement, il y a une expérimentation politique au XXe siècle, la grande expérimentation politique a d'abord été le fascisme, qui clairement a rencontré un obstacle dont il n'a jamais réussi à remonter la pente en 1945, pour simplifier, tout s'est cristallisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'autre expérimentation qui finalement a rencontré ses limites, dans les années 1980, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et le test que je faisais avec mes étudiants, à l'époque, avant la chute du mur, hein, dans les années 60-70, c'est de leur dire, bon, ce nom, enfin plutôt 70-80, bon, ils ne sont pas trop, ce nom, Union des républiques socialistes soviétiques, ça vous inspire quoi? Et ce n'est qu'au bout de quelques minutes, bon, qu'il finissait par dire, c'est un nom qui n'a pas de rapport direct, explicite à la géographie. Le monde entier, et c'est bien le projet de Lénine et de Trotsky, le monde entier peut devenir une union de républiques socialistes soviétiques. Hein. Ça, c'est un grand projet, c'est une grande ambition internationaliste. Eh bien, elle s'est fracassée, et d'ailleurs, elle s'est fracassée sur l'échec final des années 80, mais elle était déjà travaillée, en particulier depuis l'époque de Staline, par un retour en force du national, dont on vérifie, mais alors, si vous vous plongez dans l'histoire soviétique, vous vous rendez bien compte que un des grands axes de l'histoire soviétique, je dirais, de la fin des années 20 jusqu'à la chute du mur de Berlin et concomitamment 2 ans plus tard l'explosion de l'Union soviétique, c'est le retour du national qui permet de comprendre que, par exemple, une des grandes expérimentations sous nos yeux, si ça vous intéresse de voir ce que c'est que des États-nations en train de s'aménager une mythologie nationale plus ou moins efficace, mais qui fait penser évidemment aux constructions nationales du 19e, quand de façon très critique, on se tournait vers la France en disant, oui, la France, la Troisième République, qui idolâtrait Vercingétorix, qui lisait l'histoire dans les manuels de la vis. Ben, vous avez ça sous vos yeux en ce moment, ça s'appelle l'Asie centrale. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Ouzbékistan, c'est exactement ce qui se passe en Ouzbékistan actuellement. On rase les villages en Ouzbékistan, bien entendu les dirigeants ouzbeks sont en général d'anciens dirigeants communistes retournés nationalistes, parce que ça se fait beaucoup en Asie centrale, c'est plutôt le schéma dominant que le schéma inverse, et qui sont en train de raser des villages ouzbeks pour les reconstruire en style ouzbek. Et évidemment, vous avez partout en Ouzbékistan des statues à cheval ou en pied de Tamerlan, qui est à la fois Louis XIV, Vercingétorix, tout. Les Ouzbeks sont très fiers de dire que les algorithmes sont d'origine ouzbek, puisque le savant persan qui a mis au point ce qu'on peut appeler les algorithmes, enfin, bon, qui a donné son nom à la logique des algorithmes, est né dans l'actuel territoire de l'Ouzbékistan. Donc, vous avez sous vos yeux des dizaines de pays à travers le monde qui sont en train de faire ce que nous avons fait au XIXe siècle, au début du XXe, ou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un moteur extraordinairement dynamique aujourd'hui. C'est un moteur extrêmement puissant, mais est-ce qu'on peut distinguer peut-être même différentes vagues de résurgence du nationalisme ou des nations dans l'histoire du XXe siècle? À la fin de la Première Guerre, les empires se sont effondrés ou ont été démembrés. L'empire austro-hongrois a éclaté
en une myriade de nations. L'Empire ottoman a éclaté en une myriade de nations. Plus tard, l'Empire soviétique a éclaté. C'est-à-dire, il y a une sorte d'antagonisme entre la notion d'empire et la notion de nation. À un moment donné, ce qui devrait unir ou réunir l'ensemble se fracasse, se fracture et ne tient plus l'ensemble. Oui, disons qu'il y a des colloques entiers sur la notion d'empire, etc. Ce qui est clair, c'est que si on considère les, disons, 2 siècles et demi, 3 siècles qui aboutissent à cet après-midi, la forme impériale avait atteint des sommets, pas universels, mais enfin, et elle est entrée en crise à partir d'un certain moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu arriver à la conclusion qu'en partant de bases internationalistes, ayant échoué dans un premier temps à généraliser en l'espace de 2 ou 3 ans, 1917-1920, la Révolution mondiale, ben, l'Union soviétique devenait elle-même un empire, ce qui s'est confirmé avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, où effectivement le glacier impérial s'est étendu à ce qu'on a appelé les démocraties populaires. Donc la forme impériale est clairement entrée en crise, mais il faut bien voir ce que je mentionne au passage dans cet ouvrage, qui est un ouvrage nourri de mon expérience d'historien, mais qui n'est pas un livre d'histoire, hein. C'est un ouvrage qui a des ambitions théoriques, je précise tout de suite. Et parfois assez ambitieuse, il faut le reconnaître. Bon. Mais prenez l'Empire russe à la fin de son existence, quand il va s'effondrer, donc officiellement en 1917, mais on peut dire que la crise de l'Empire russe, évidemment, commence 1 ou 2 générations avant. Ce qui est intéressant, c'est que même un empire comme l'Empire russe, même un empire comme l'Empire ottoman, c'est encore plus extraordinaire. Je consacre beaucoup de pages à la Turquie et à l'Empire ottoman, parce que je trouve que pour comprendre Erdogan, d'ailleurs, il faut comprendre évidemment Mustafa Kemal, il faut comprendre l'Empire ottoman. Et savoir pourquoi, d'ailleurs, actuellement, à la surface de la Terre, il y a 2 ou 3 pays qui sont encore d'ancien régime, façon Empire ottoman. Bon, je vous laisse la surprise, on en parlera peut-être tout à l'heure, alors que tous les autres pays sont sur le modèle de l'État-nation, sans exception. Eh bien, l'Empire ottoman lui-même, au moment où il va s'effondrer, pendant la Première Guerre mondiale, est en train d'intégrer le nationalisme. Ce sont les jeunes Turcs nationalistes qui ont pris le pouvoir dans le vieil Empire ottoman. L'Empire russe, ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu l'histoire de la Pologne, l'histoire de la Finlande, par exemple, l'histoire des Pays-Bas, savent que dans les 2 ou 3 dernières générations de l'Empire russe, disons des années 1870-80 jusqu'à 1917, il y a une politique dite de russification. Ça veut dire que même au sommet des empires qui nient le national, peu à peu, une des manières de maintenir la structure, c'est de concocter son propre nationalisme. Et ça a été pour beaucoup d'ailleurs dans l'évolution et de la Pologne et de la Finlande qui se sont trouvés confrontés à une aggravation de la domination russe qui introduisait des critères culturels qui n'étaient pas fondamentaux avant. Il s'agissait de faire régner l'ordre. Mais si on, et c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs à mes étudiants aussi, en leur disant l'Empire ottoman a commencé à se moderniser, je pèse mes mots, à se moderniser dans les années 1910 sous la conduite des jeunes Turcs, et la preuve qu'il est devenu moderne, c'est le génocide des Arméniens. Ouais. Parce que dans un ancien régime, vous avez une logique dynastique, les descendants d'Ottoman, voilà. Ottoman. Vous avez bien entendu des communautés qui sont soumises à une subtile forme de soumission. Ce sont des sujets. Effectivement, c'est pas l'identité culturelle qui va être fondamentale, ce sont d'autres éléments. C'est-à-dire il y a un ensemble administratif qui tient l'Empire et chacune des parties dispose d'une certaine autonomie, notamment culturelle et linguistique.